Le 5-9. Le 5-9. Info. Sud Radio. Christophe Bordet, bonjour. Bonjour. Votre invité ce matin, le député Rassemblement Bleu Marine du Gard, Gilbert Collard. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. L'actualité marquée ce matin par cette prise d'otage en Australie, prise d'otage menée par un homme armé. Il pourrait s'agir d'un djihadiste. Dans le même temps, une filière d'acheminement vers la Syrie, djihadiste présumé démantelé à Paris, en Normandie, à Toulouse, dans le Tarn. La guerre contre le terrorisme, une histoire sans fin, Gilbert Collard. Oui, ça, tant qu'on démantèle, c'est plutôt bon signe, mais ça prouve que les filières sont là. Voilà. Alors on va en démanteler une, il va s'en reconstituer une autre. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Le mal terroriste est sur le territoire. Et il faut arrêter de se raconter des histoires. Tous les efforts louables que la police peut faire n'empêchent pas que on est maintenant dans notre pays en présence d'une 5e colonne terroriste. Voilà, et il faut se le dire, il faut surtout en tirer les leçons, en prendre les mesures et savoir que la menace pèse. Jusqu'à présent, Gilbert Collard, la France a échappé à une prise d'otage comme celle que l'on vit là ce matin en Australie, ou à un attentat d'envergure. Ça prouve quand même que les services sous la houlette de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, fonctionnent plutôt bien. Écoutez, moi je rendrais plutôt hommage aux fonctionnaires des services de renseignement et de police, parce que c'est quand même pas Bernard Cazeneuve, quelles que soient ses qualités, qui est sur le terrain. Est-ce que c'est un bon ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve ? Bon, il est là, voilà, c'est tout. Bon, mauvais ministre, il est là, quoi. C'est. Ah bon. Mais non, mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait de plus ou de moins que Valls? Bon, ils sont là et grâce à Dieu, nous avons des services qui, malgré la pénurie des moyens, malgré les difficultés, travaillent. Mais bon, ils sont en même temps complètement désemparés par les flux migratoires qu'on ne contrôle pas. Oui. Parce que à l'intérieur d'un flux migratoire, il peut y avoir aussi des djihadistes. Et puis, il faut quand même bien se rendre compte que on ne s'est pas doté des réels moyens pour lutter contre l'implantation du djihadisme sur le territoire. C'est pas les prétendus cours de désintoxication idéologique qui serviront à quelque chose. Bon, alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Gilbert Collard, pour pas en arriver là? Il aurait fallu nous écouter depuis longtemps, excusez-moi de vous le dire, parce que depuis le temps qu'on dit attention, il faut renforcer le contrôle des frontières, attention, il faut doter les services spécialisés, Frontex, dont le personnel a été diminué, dont les crédits ont été diminués, il faut les doter de plus de moyens, il faut surveiller les mosquées radicales. Gilbert Collard, quand on sait qu'aujourd'hui les jeunes qui partent ou qui pourraient partir sont finalement des jeunes Français, peut-être d'origine parfois, mais étrangère, mais ce sont des Français aujourd'hui. Et alors ça change 3e, 4e génération, c'est pas des gens qui viennent de rentrer en France comme ça en loose day, quoi. C'est quasiment un propos raciste que vous tenez. Mais non, ce n'est pas un propos raciste. C'est justement, j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, il faut absolument. Si vous me laissez pas parler, vous risquerez pas de comprendre. Allez-y. Bon, Allez-y. Et puis si vous me bousculez, j'irai pas plus vite. Je vous le dis tout de suite, c'est pas dans ma nature de me laisser. Moi non plus. Ça tombe bien. Donc on se tait tous les deux alors. Allez, on y va. Je vous écoute. On se tait. Je vous écoute. Ah voilà. Bon, je préfère ce temps-là. Bon. Attendez, je suis pas là pour recevoir des leçons de morale. Je suis là pour vous interroger, vous me répondez. Ça me semble tout à fait logique, Gilbert Collard. Mais je crois pas vous avoir donné à aucun moment une leçon de morale. Maintenant, si les journalistes ne sont pas aux ordres. Mais attendez, mais à quel moment? D'abord, je voudrais pas que vous soyez à mes ordres. Un subalterne comme vous, je n'en voudrais pas. Vous êtes trop indiscipliné. Je suis très fier. Je suis très fier. Trop rebelle. Non. Restez où vous êtes et continuez à être un homme libre devant votre micro courageusement. Voilà, exactement. Tous les dangers devant allons-y. J'attends. Encore un héros du micro. J'attends votre réponse. Eh ben, écoutez, moi, je réponds bien volontiers si vous me laissez parler, si vous ne pensez pas qu'à votre nombril. Bon, alors laissez-moi avancer et j'avance. Je vais vous répondre directement. Il y a à la fois des djihadistes qui sont d'origine française et des djihadistes qui ne sont pas d'origine française, qu'ils soient d'origine française ou qu'ils ne soient pas d'origine française. S'ils posent une bombe, je vois pas la différence. Maintenant, le problème de contamination par l'idéologie djihadiste, elle se pose dans les mosquées, dans les écoles, dans toute la propagande qui est faite, dans le laisser-aller
idéologique dont nous sommes capables, dans la perte des repères identitaires et dans les prêches parfois médiatiques des belles âmes qui voient la bonté là où il y a la méchanceté et qui ne voient pas la méchanceté là où il y a la méchanceté. C'est un vrai danger qui commence à naître dans les écoles parce qu'on n'a pas été capable malheureusement d'enseigner suffisamment l'amour du pays, le respect de notre histoire. C'est un phénomène holistique, comme disent les sociologues. Hein. C'est un phénomène général qui commence à l'école, qui continue dans les foyers explosés, où il y a souvent plus le père pour représenter l'autorité, et l'incapacité dont on a fait preuve de faire adhérer ces jeunes à un modèle social, idéologique, patriotique français, où ils pourraient se retrouver. Et alors la morale laïque, par exemple, ça ne servira à rien, selon vous, là, maintenant. J'ai jamais dit ça. À quel moment ai-je dit ça? Non, je vous le demande. Non, mais moi je pense que la morale laïque a une importance considérable, comme toutes les morales. Et en République, il ne peut y avoir que de morale laïque. Je vois pas quelle morale on pourrait faire dans les écoles, si ce n'est la morale laïque. Mais en faire plus maintenant, c'est trop tard? J'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans nos écoles et qu'on a laissé le communautarisme s'installer un peu partout, hélas, et que des jeunes qui auraient pu se retrouver avec ce besoin qu'a la jeunesse de s'identifier quand même à une sorte d'idéal, cette jeunesse qui aurait pu se retrouver dans la nation, dans une nation forte, avec son histoire, avec son roman historique, elle n'y s'y retrouve pas. Et le premier prêcheur en haine venu peut parfaitement la régimenter. Gilbert Collard, la Haute-Garonne, après l'affaire Mera, reste un repère, semble-t-il, de djihadistes. Comment vous l'expliquez? Écoutez, il doit y avoir forcément des facteurs de concentration idéologique. Hein. On doit avoir des propagandeurs qui sont là-bas plus efficaces qu'ailleurs. Hein. Et ça relèverait d'une étude très très sérieuse sur le plan sociologique, afin de savoir pourquoi nous avons des zones qui sont plus sensibles à l'implantation du djihadisme que d'autres. Il faut le faire, ça, des études comme celle-là. Je pense que on apprendrait beaucoup de choses si on cherchait à comprendre pourquoi certaines régions sont plus fragiles que d'autres à l'implantation du djihadisme. Mais vous disiez par exemple, à Lunel, on a vu un certain nombre de jeunes partir depuis maintenant plusieurs mois. Et la question, c'est ça. Pourquoi Lunel, par exemple? C'est une question que tout le monde se pose. Hein. Bon, comment fonctionnent les mosquées? Quel est le discours officieux et officiel? Souvent, on n'entend que le discours officiel, on n'entend pas le discours officieux. Alors, vous savez, il y a un criminologue qui a inventé une théorie il y a très longtemps de cela, qui s'est un dénommé Sutherland, qui parlait de la sous-culture. La sous-culture. Il disait qu'à partir du moment où une sous-culture, et il ne faut pas entendre ce terme d'une manière péjorative, hein, à partir du moment où une sous-culture s'implante quelque part, c'est fini. Alors ça peut être la sous-culture de la drogue, ça peut être la sous-culture du djihadisme, ça peut être la sous-culture du crime. Hein. À partir du moment, et malheureusement dans nos banlieues, on sait maintenant qu'il y a une sous-culture qui privilégie une certaine haine de la France, une certaine haine de la femme, un intégrisme radical. Et cette sous-culture, elle est en train, notamment dans certaines banlieues, de prendre le pas sur notre culture, qui malheureusement recule, déserte, s'effrite, s'effondre. Gilbert Collard, le musée de l'immigration, inauguré aujourd'hui par François Hollande, un musée pour montrer tout ce que l'immigration a apporté à la France depuis le milieu du 19e siècle. Il était temps que ce musée soit inauguré, à votre avis? Attendez, mais si on doit s'intéresser à l'immigration, il faut remonter au 16e, au 15e, il faut remonter aux Romains. Qu'aurions-nous été sans les Romains? La France a les Francs, des immigrés, il y en a depuis les Italiens. Rappelez-vous Lazare Ponticelli, quand même, le dernier. On ferait bien du reste de rappeler cette figure, Lazare Ponticelli, le dernier poilu, à qui on demandait mais pourquoi vous êtes-vous engagé volontairement en 1914, et qui avait répondu: la France, elle m'a tout donné, je lui dois tout. Voilà, ça c'est la manière de concevoir l'immigration. Un pays qui donne tout et à qui on doit tout.
Mais pas un pays qui n'est qu'un supermarché des aides, des subventions, des allocations, des aides médicales. Il faut, quand on profite de l'humanisme d'un pays, en retour, le remercier autrement que par la violence, l'agression, les voitures qui brûlent le 1er janvier et une certaine forme de radicalisme. Il faut savoir remercier le pays autrement. À l'occasion de cette inauguration, le chef de l'État devrait confirmer sa promesse de campagne, le vote des étrangers aux élections locales. Il est toujours pour, mais, il y a un mais, il le reconnaît lui-même, il n'a pas de majorité pour le mettre en œuvre et 6 Français sur 10 sont contre. Ça vous rassure ou les Français se trompent? Mais non, mais ça me rassure. Je vois pas pourquoi. D'abord, si on veut installer le vote des étrangers, qu'on pose quand même, parce qu'il y en a quand même assez d'être perpétuellement cocu, un principe de réciprocité. Si vous voulez, vous, Chinois, Tunisiens, Japonais, Marocains, Algériens, voter en France, autorisez-nous à voter chez vous aussi aux élections municipales. Et puis, vous savez, on vend nos aéroports, on vend un peu tout. On pourrait aussi ne pas vendre notre suffrage. Hein. La France, elle appartient aux Français, d'où qu'ils viennent. Hein. D'où qu'ils viennent. Mais à partir du moment où ils décident d'être Français, le fait de payer l'impôt ne suffit pas. Non, parce que ça ne s'achète pas le droit de vote. C'est pas un produit qu'on achète dans un supermarché, dans une boutique. Ça Donc ne s'achète demandez pas la nationalité française et là, vous pourrez voter. C'est ça que vous dites. Bah bien sûr. Pour voter, il faut avoir la nationalité française et on peut la demander. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui ne condescendrait même pas à demander la nationalité pourrait voter. Pourquoi? Dites-moi, Gilbert Collard. Alors même que souvent dans son pays d'origine, la réciprocité n'existe pas. Dites-moi, Gilbert Collard, l'Assemblée vote demain la réforme du droit d'asile. Est-ce que vous allez voter pour? Ah, certainement pas. Pourquoi? Écoutez, parce que quand on constate que 80% des déboutés, comme on dit, sur 80% des déboutés, il n'y en a que 5% qui sont expulsés. Donc on est en présence d'une véritable filière d'immigration nouvelle. Les mesures ne sont pas prises pour reconduire les demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas de ce droit. Donc on est véritablement dans une situation qui n'est pas contrôlée. Et les mesures qui sont prises ne permettent en aucun cas de renforcer les contrôles, hein, avec en plus des systèmes d'aide. Vous savez, j'ai compris que vous étiez un grand cœur, hein, et puis je vous en félicite. Ah, quand même. Non, c'est très bien, mais peut-être que vous avez subi une greffe. Hein, ça, parce qu'il y a aussi des greffés médiatiques. Là, je sens bien Maître Collard. Il y a aussi des greffés médiatiques du cœur, mais je pense pas que vous le soyez. Vous êtes un authentique opéré exactement du cœur médiatique. Bon, moi j'aimerais pouvoir être comme beaucoup de gens devant leur micro, dire qu'il faut être bon avec tout le monde, il faut héberger tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens, voyez-vous. Le problème, vous savez bien qu'il nous dépasse. Regardez par exemple, et c'est un sujet que je connais bien puisque j'ai été reporter avant d'être là derrière ce micro à 8h10 tous les matins, et je suis allé là-bas. Oui. Si peu. Moins que vous, Gilbert Collard, moins que vous. Son petit ego a été touché. Là, moins que vous. Mais non. Il nous raconte ses campagnes. Vous inquiétez pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On a affaire à un reporter de guerre. Laissez-moi parler. C'est bien. Quand vous allez à Calais, par exemple, vous avez un certain nombre d'Érythréens qui sont là, qui rêvent de passer en Grande-Bretagne, qui sont bloqués en France, etc. Bon. Quand vous regardez aujourd'hui le régime en Érythrée, c'est terrible. C'est terrible. Les gens sont battus, donc les gens ont envie de partir. Oh, mais il n'y a pas que là-bas, je suis d'accord. Vous avez peu voyagé parce que dans le monde. Non, mais d'accord, mais il n'y a pas que là-bas, je suis bien d'accord avec vous. Mais je vous garantis que tous ces gens qui sont malheureux chez eux auront toujours envie de venir chez nous, même si on fait des murs. Il faut les en empêcher, parce qu'on ne peut pas, vous comprenez, on pourrait, mais je demanderais pas mieux. Moi, je suis comme vous, hein, Notre-Dame de Lourdes, le scoutisme, la gentillesse, les friandises. On serait à leur place, on ferait la même chose. Je veux en donner mais bien sûr, alors attendez, moi je ne mets pas en cause les gens qui veulent venir en France, se réfugier, je les comprends. Je n'ai jamais mis en cause les immigrés, moi. Moi, je mets en cause notre politique d'immigration, mais c'est très différent. Bien sûr qu'on les comprend. Mais est-ce qu'on peut, quand vous pensez que les débats parlementaires ont démontré qu'à l'heure actuelle,
des demandeurs d'asile occupent les logements des sans-abri. Ça pose un problème quand même. Alors, on peut ou on ne peut pas. Si on peut pas, pourquoi continuer à jouer les belles âmes alors qu'on n'en a pas les moyens? C'est la réalité. Il faut se hisser au niveau du quotidien. Ah, c'est sûr que on n'est pas légendaire là. Hein, voilà. Bon, on n'est pas légendaire. On n'ira pas au paradis, au paradis médiatique, au paradis littéraire, au paradis en général. Mais c'est le moyen de permettre aux uns et aux autres de vivre réellement ensemble. Quand il y a trop de passagers sur le bateau, il coule. Merci Gilbert Collard pour cette conclusion. Maître Collard, devrais-je dire, ce matin.